Peut-être un goût de liberté. Hein. Il était... Hein, papa avait un goût de liberté. Parlait à ma mère en disant je vais prendre le maquis, et c'est là où ma mère lui disait comme ça, non, je veux pas que tu partes, je veux que tu restes avec nous, tu vas te faire tuer. Quand il s'est engagé dans les rangs de la résistance, il avait 34 ans. Il était marié, père de famille, de 3 enfants. C'est une période épouvantable. Je bénis le ciel de ne pas avoir été chargé de diriger l'entreprise pendant cette période. Mon père a dû vraiment passer des moments terribles. Mon grand-père a fait les 2 guerres, a fait la Première Guerre mondiale, il a été médecin dans les tranchées. C'était un peu difficile d'accepter une défaite en 40, quoi. Donc en 1940, la population elle est complètement assommée par cette défaite, par cet écroulement de la France. Il y a l'exode, il y a des millions de personnes déplacées, il y a 1,5 million de prisonniers. Donc évidemment, ces prisonniers, ils sont plus dans les familles, ils sont plus dans l'usine, ils sont plus dans les champs. Il y a un problème de restriction matérielle, des objets ou des fournitures auxquelles on n'a plus accès. C'est-à-dire que très rapidement, j'allais dire presque le lendemain du 10 juillet 1940, où il y a ce vote des parlementaires, d'une partie du Parlement, président Vichy, qui vont donner mandat au maréchal Pétain de proposer au pays une nouvelle constitution. On bascule sur des décisions qui sont des décisions qui n'ont rien à voir avec le champ constitutionnel, mais qui sont des actes de gouvernement qui restreignent les libertés. Il était très humilié par la situation. Très humilié. Il y avait vraiment des gens qui n'acceptaient pas la défaite et qui n'acceptaient pas d'être des sujets des national-socialistes allemands. Enfin, c'était insupportable. La disparition des actes démocratiques, enfin des actes constituant la base de la démocratie. La fin du vote, la fin de l'expression politique, ça c'est quelque chose qui marquait beaucoup mon père. Une démocratie, c'est un lieu où on vote. Alors, il y a 2 choses différentes. Il y a ceux qui font la résistance, et puis il y a ceux qui font de la résistance. Et c'est 2 phases différentes. Ceux qui font la résistance, c'est ceux qui la fabriquent. Comme on fabrique une table ou un fauteuil, un ébéniste qui fabrique une table, il fabrique une table. Là, il y a des gens qui vont la fabriquer, c'est-à-dire qu'ils vont créer, inventer, à partir de rien, une organisation clandestine. En sachant qu'on est dans un pays, la France, qui n'a aucune expérience de ce type de situation. Aucune. Mais quand les Allemands ont commencé à faire des appels contre les Juifs, Ernest Samuel, qui est venu à Villard-Blanc, avec qui mon père a fait le premier maquis, c'est eux, hein, ils étaient une dizaine à Villard-Blanc. Lui, il était médecin, comme il était socialiste et franc-maçon, et mon père aussi. Autour de lui se structure un noyau à Villard-de-Lans. Mais est-ce que c'est parce qu'il est juif ou est-ce que c'est plutôt parce qu'il est un petit notable local? Il a une pharmacie. Bon, imaginez Villard-de-Lans, être médecin et pharmacien à Villard, ça fait de vous une personne très connue, forcément, parce que bon, tout le monde a affaire aux pharmaciens ou aux médecins, je dirais une fois dans l'année au moins, quoi. Et donc, voilà, c'est un personnage, donc il est d'origine roumaine. Apparemment, ça ne lui pose pas de problème particulier. Bon, il parle
parfaitement français. Et donc, c'est autour de lui et de son frère, puisqu'il y a Eugène et Jacques, il y a les deux frères Samuel, que va se structurer le noyau de Villars, ainsi que d'autres, les frères Huillier, l'hôtelier Théo Racouchot. Voilà, il fait partie de ce noyau. Mais quand vous regardez bien la composition de noyau, c'est toujours des personnes ressources. Un transporteur autoroutier, un type qui dirige une agence bancaire, un hôtelier, un pharmacien. C'est des gens qui exercent des professions qui font d'eux des petits notables, qui ne sont pas très riches, mais qui ne sont pas pauvres non plus, qui ont un petit peu d'aisance, qui ont une voiture, qui ont l'habitude de sortir, qui ont des réseaux d'amis, des carnets d'adresses. C'est un peu ce type de gens-là que la population connaît. La première phase, et c'est logique, la résistance sollicite en priorité des gens dont elle a besoin. Et de qui on a besoin? Par exemple, de tout ce qui est dans le monde de l'imprimerie. Des typographes, des imprimeurs, des gens qui ont l'habitude d'imprimer parce que ça peut servir à écrire des journaux. On a toujours besoin des cheminots et de façon générale des gens qui ont des véhicules parce qu'ils peuvent se déplacer. Et donc, les médecins sont des personnes très précieuses. Ce sont parmi les rares qui ont un véhicule personnel. Les transporteurs routiers, les carhuiliers, tout ce qui a rapport avec le transport, ferroviaire ou routier, c'est des professions que la résistance va solliciter parce qu'elle a besoin d'elles. Les décisions du gouvernement Laval à la fin de l'année 1942 qui visent à construire des réquisitions de main-d'œuvre vont forcément amener des gens à se dire j'ai pas envie d'aller travailler en Allemagne ou j'ai pas envie d'être soumis à un travail forcé ou à un travail obligatoire et donc je vais chercher les moyens de m'y soustraire et donc je vais chercher les moyens de me planquer. Ça va s'amplifier au début de l'année 43 avec l'instauration du service du travail obligatoire, mais ça commence à la fin 1942. Sans compter les gens qui sont poursuivis pour des raisons spécifiques, c'est-à-dire les gens poursuivis pour des raisons politiques, les communistes, ou les gens qu'on habille de l'étiquette communiste. Est-ce qu'on peut dire que les ouvriers étaient plus particulièrement concernés par le STO? Oui, bien sûr, parce que les Allemands cherchaient des ouvriers qualifiés. Mais qualifiés des gens, des tourneurs, des fraiseurs, des ajusteurs, des monteurs, etc., pour travailler dans leurs usines d'armement. Ils savent que dans le Vercors, ils pourront être accueillis. La notion d'accueil dans le Vercors, même avant-guerre, a toujours été très forte, en fait. Et on a cette habitude de figure de l'étranger. Alors les premiers camps de réfractaires, ils se mettent en place à l'hiver 42-43. Le camp d'Ambel, c'est fin décembre 42, dans une chronologie qui est complètement homogène à ce qu'on a dans le reste de la France. Les régions qui abritent le camp de réfractaires sont des régions montagneuses et boisées, ou boisées sans être montagneuses, mais en tout cas des régions plutôt difficiles d'accès et plutôt en retrait par rapport aux grandes villes et aux grands axes de communication. Donc le Vercors n'a rien de particulier par rapport à ce qu'on voit ailleurs, dans les baronnies, en Savoie, dans l'Oisans ou dans d'autres massifs montagneux, mais je le précise, jamais des massifs de haute montagne. La montagne des réfractaires et des maquisards, c'est la moyenne montagne, donc une montagne où on a une population, des villages, de l'agriculture, qui permettent d'avoir des points d'appui et tout simplement d'avoir du ravitaillement. Je pense à Marie-Louise Durand-Poudré, qui était secrétaire adjointe de mairie. Quel a été son rôle dans le maquis? Un rôle multiple, j'ai envie de dire. Nous sommes donc vers Méaudre. C'est elle qui accueille, entre autres, avec d'autres femmes du village, qui va accueillir les premiers réfractaires, qui vont identifier des baraques forestières qui sont éloignées, mais avec des sentiers d'accès du village. On peut accéder relativement facilement. Donc tout simplement, au début, elles vont nettoyer, elles vont aménager, elles vont même installer une banderole sur une baraque forestière. Et, je crois que c'est écrit bienvenue chez vous, vous êtes les bienvenus ici, qui pourra accueillir les premiers réfractaires. Puis elles vont commencer à ravitailler, à faire de la bobologie, à les soigner, à leur rendre visite, à leur amener des colis, à leur amener tout ce genre de choses en fait, qui vont faire un peu le beau temps, on va dire, des maquisards. Donc il y a cet aspect-là. Et cette dame, c'est vrai, qui est secrétaire de mairie, va se déployer sans compter. Donc voilà, ce rôle-là a été multiplié par
par 10, par 100, je ne sais pas, mais en tout cas le rôle comme ça prépondérant des femmes est aujourd'hui plus reconnu. Alors c'est amusant parce que je disais, je lui ai demandé, mais t'as pas eu peur? Elle dit non, j'ai pas eu peur, mais il y a quelque chose de très désagréable. On était en été, j'avais un corsage, et alors les étuis des balles du fusil mitrailleur me tombaient dessus et ça me brûlait. Parce que évidemment c'est très chaud quand ça sort de la chambre de l'arme. Alors ce qu'il avait marqué, c'était pas que la peur des mitraillages, mais c'était que ces douilles-là, ça l'agaçait beaucoup. Et je lui tombais dessus. J'avais trouvé ça assez rigolo. Les premiers arrivés, en fait, c'était une cinquantaine d'ouvriers de la gare de Grenoble, la gare de triage. Mais disons que c'était en décembre 1942. Une des choses les plus importantes est la proximité d'eau. Et il fallait être dans une forêt pour avoir du bois, parce qu'évidemment, il n'y a pas de gaz, pas d'électricité. Les gens cuisinaient comme ça au feu de bois. Hein. Bon, ils avaient récupéré un vieux poêle, ils chauffaient, les gens couchaient habillés. On arrêtait les poêles, les gens se réveillaient le matin, ils avaient du givre partout. Hein. La température descendait jusqu'à -20. Et au bec de l'Orient, c'était -30. Hein. Est-ce qu'ils ont réussi à former des groupes de combat? Ah ben oui. Au C2, C3, c'est des gars. Puis il y en a un tas d'autres après. Hein. Il y a eu 11, 12 camps. Hein. L'autre aspect des choses, c'est que le maquis exerce aussi une pression sur la population. Il y a une bienveillance, mais il y a aussi une pression, au sens où si on se refuse à entériner la loi du maquis, vous pouvez avoir des représailles. Mais d'un autre côté, chaque chef de maquis sait bien que si le maquis exerce une pression trop grande sur la population, le soutien sera perdu. Il y avait des Italiens, là, les antifascistes, des gens qui venaient du Luxembourg, il y avait des gens qui venaient d'un peu de partout. Hein. Alors dans le Vercors, on trouve parmi les combattants des origines très diverses. 31 nationalités différentes, parfois proches, l'Allemagne, parfois plus lointaines ou inattendues, comme l'Europe de l'Est, Pologne, Russie, République tchèque, Proche-Orient, l'Arménie, Afrique du Nord, Afrique noire. Le paysage des origines est extrêmement varié. Surtout quand on est dans un contexte de guerre mondiale, donc il y a des agents américains qui vont combattre aux côtés des maquisards, il y a ces fameuses troupes qui sont dans le Vercors. Donc en fait tout ça c'est une espèce de melting pot qui va faire de ces troupes Vercors une originalité qui perdure jusqu'à nos jours. Il y a une certaine fierté en fait d'accueillir des gens qui sont pas forcément du Cru, on va dire, ou de Lyon, ou de Grenoble, ou de Valence, mais c'est aussi évidemment un contexte de guerre mondiale. Donc que les troupes viennent des quatre coins de l'Europe ou voire de beaucoup plus loin, ça a été quelque chose en fait de très bien vécu. C'est encore une fierté de nos jours. On va récupérer 52 tirailleurs dits sénégalais pour les ramener dans le Vercors. Et ils vont participer effectivement au combat du Vercors. Samba Ndour, lui, participe notamment à la libération de Romans-sur-Isère. Malheureusement, il est blessé et il décède le 24 août 1944, mort pour la France. Il y avait pas mal de Juifs qui s'étaient réfugiés au moment où c'était encore la zone libre dans la région. Et ces jeunes réfractaires qui à la base viennent se réfugier dans le Vercors, petit à petit avec l'entraînement, les chefs, je pense aux équipes volantes du Riage aussi, qui ont beaucoup marqué les consciences, qui leur proposent des lectures, de faire des débats politiques, philosophiques, religieux, même si c'était officiellement interdit dans le maquis, mais n'empêche que ça a créé une conscience, en fait, une conscience de lutte, malgré des origines complètement différentes, des milieux socio-professionnels complètement différents. Tous ces villages nourriciers, en fait, du Vercors ont donné du coup cette aisance
toute relative, mais aux maquisards qui en ont fait petit à petit, se sont fait eux-mêmes finalement des combattants pour la liberté. Donc on est arrivé à finalement créer une certaine osmose entre toute cette diversité, toutes ces origines, sur du long terme en fait. C'est pas quelques mois finalement, c'est des consciences qui sont là depuis avant-guerre, qui vont se transformer petit à petit, qui vont muer grâce à l'entraînement militaire, l'entraînement physique et à l'entraînement, on va dire, intellectuel. La notion du risque, oui, certainement, mais plutôt, c'est pas un facteur bloquant. C'est-à-dire que ça implique un type de comportement particulier. Et je sais que mon père m'a dit qu'il était particulièrement, dans ses activités de résistant, particulièrement prudent, particulièrement précautionneux. Il respectait vraiment des règles de cloisonnement et de prudence. Et il se méfiait, comme la peste, des exaltés, et des excités et des fanfarons. D'abord, au départ, c'est pas le groupe allié, c'est un groupe franc du mouvement combat qui apparaît courant 1942, est confronté à l'occupation, d'abord à l'occupation italienne, puis à l'occupation allemande. C'est la lutte contre les collaborateurs. Alors la collaboration, c'est quelque chose de très divers, qui va être aussi gradué. Bon, il y a des gens qui sont favorables au régime de Vichy, sans pour autant être des collaborateurs actifs. Et puis, il y a des gens qui pratiquent la collaboration de façon opérationnelle avec les services de police, de la police de Vichy, mais aussi avec l'occupant. Donc ce sont des gens qui sont dangereux pour la résistance. Au commencement, les actions contre ces collaborateurs sont, je ne dirais pas douces, mais sont pas létales au moins. Les collaborateurs sont souvent connus par les lettres de délation. Les lettres de délation sont interceptées, pas toutes, mais une partie d'entre elles sont interceptées par des résistants de la Poste. Alors, le noyautage des administrations publiques, qui a été un service qui a été mis en place par le mouvement combat, et donc ils ouvrent les lettres. Et ces lettres sont rarement anonymes parce que les collaborateurs, les délateurs visent à toucher souvent des primes pour leur délation. Je veux dire que les motifs de la délation sont loin d'être uniquement idéologiques. C'est souvent mélangé à l'appât du gain ou de la prime. Donc ça permet d'identifier des gens qui trahissent. Il y a des gens qui reçoivent chez eux par la poste, par exemple, un petit cercueil. Et puis il y a des gens où c'est un peu plus grave et qui voient leur appartement ou l'aventure de leur magasin exploser avec une petite charge de plastique. Donc ça cause des dégâts et très rapidement les assureurs vont cesser de rembourser les dégâts. Et puis il y a des gens qui sont véritablement engagés dans les services de répression, soit comme agents de renseignement, comme délateurs, soit même comme acteurs. Et eux vont, pour certains d'entre eux, faire l'objet d'actions beaucoup plus dures, c'est-à-dire en fait des exécutions. La répression, elle se durcit notamment avec la création de la milice, hein, et les actions contre la résistance donc deviennent de plus en plus violentes, à pratiquer ce que l'on appelait et ce qu'on a appelé après aussi l'action immédiate, ce qui ne voulait pas dire forcément tuer les Allemands. De par les représailles que ça pouvait entraîner, le bilan de l'efficacité de ce genre d'action apparaissait pas du tout suffisant pour justifier l'exécution d'Allemands pris au hasard. C'est le type d'opération auquel le groupe franc mène et auquel parfois mon père est appelé à participer. D'une part, des missions de sabotage, piquer notamment dans les dépôts des chantiers de jeunesse ou des autres organisations dépendantes de Vichy, tout le matériel, les équipements, les habillements, etc., qui vont servir aux jeunes qui sont justement dans ces camps, dans le Vercors et dans le maquis du Vercors. Alors les actions qui sont conduites par ce groupe franc sont des actions donc clandestines, souvent nocturnes. Parfois, ils se déguisent en pompiers. Il y a une fausse voiture de pompiers qui est à leur disposition. Ils ont des uniformes. La compagnie de sapeurs-pompiers de Romans est tout à fait aidante en la matière. Alors, ma mère, elle était membre du groupe franc. Son action n'était peut-être pas
très original par rapport à ce que faisaient d'autres femmes dans les groupes francs, c'est-à-dire qu'elles étaient utilisées pour des liaisons, elles étaient utilisées souvent pour du travail de secrétariat. Ce n'était pas le cas de ma mère, mais elles étaient utilisées pour faire des repérages, pour faire du renseignement. Les résistants partant du principe, et c'était matériellement vrai, au moins pendant une partie de l'occupation, sur le fait qu'elles étaient moins surveillées et qu'elles étaient que les Allemands se méfiaient moins des femmes que des hommes, et c'était plus facile pour elles de franchir un barrage, etc. Bon, donc c'est aussi ça qui les a cantonnées dans ces tâches. Alors, les repérages, ça pouvait être extrêmement dangereux, mais c'était nécessaire. Pour préparer une opération, il fallait aller sur place, il fallait éventuellement mémoriser, parce qu'il n'était pas question d'aller faire un croquis sur un bout de papier dans la rue, mais il fallait mémoriser des lieux. Il fallait, les femmes étaient souvent employées à ce genre de mission. Et puis parfois l'action directe, c'est-à-dire les tentatives ou les exécutions. On avait un côté voyageur, un côté marchandise, et puis on s'amène là-bas, je vois une traction devant. Je dis, papa, je n'avais jamais vu encore un Allemand, hein. Papa, les beaux champs là-bas. On me dit, mais qu'est-ce que tu veux? J'y vais. Je dis, papa, tu vas rester là. Vous aviez quel âge? 15 ans et demi. Et je dis à mon père, j'y vais. Alors, je m'amène je rentre dans le bureau du côté voyageur. Il y avait 2 gars de la Gestapo avec le chapeau blanc, vêtements en cuir jusqu'aux chevilles. J'ai juste entendu qui disait, j'ai pas vu le patron depuis le mois de mai. Alors, je leur ai coupé la parole. J'ai dit, pardon, messieurs, à quelle heure le prochain quart pour Villardin? À 18h. Je dis, merci, mais il m'a reconnu. Merci, messieurs. J'ai dit, mon père, taille-toi. Le premier comité de combat du Vercors, il est démantelé par la police italienne en 1943. Il quitte la région, et donc il y a une espèce de remaniement qui se fait. Et dans ce remaniement des fonctions, Eugène Chavant, qui était déjà là dans le premier noyau, mais qui n'avait pas de fonction particulière, il devient le chef civil et il va fonctionner en tandem avec les chefs militaires successifs. Donc le premier, c'est Alain Leray, qui lui aussi faisait partie du noyau initial. Et donc Chavant, à partir de l'automne 1943, il est le chef civil du maquis du Vercors et il va être en tandem avec 3 chefs militaires successifs, Alain Leray, puis Narcisse Geyer, et puis pour terminer, François Huette. Lorsque l'état-major du Vercors résistant a été créé, ils ont entre autres identifié des lieux où entreposer leurs armes et les munitions, tout simplement. L'école donc de Rose Jaran a été choisie comme lieu de dépôt, bien sûr en accord avec elle-même. Donc elle habitait juste au-dessus de sa classe d'école, donc des armes ont été cachées dans les caves un petit peu de partout avec son accord parce que les enfants n'étaient plus là. Elle était mère d'une petite fille, elle a accepté en fait de prendre des risques énormes, parce que toute détention d'armes n'était évidemment pas possible, surtout à cette époque-là, et bien tout simplement pour aider la résistance. À nouveau, on est dans c'est une aide, on va dire, logistique, mais donc évidemment, c'est un apport qui est considérable pour que la résistance puisse tout simplement lutter, en fait. Et quelles étaient ses motivations pour prendre cette décision? Elle est profondément républicaine. Elle est pétrie en fait de l'idéal des Lumières en fait du XVIIIe siècle, profondément attachée à ces notions, on y revient à ces notions de liberté. Sur l'ensemble du massif du Vercors et donc des villages, on peut dire que les instituteurs, les maires, les curés, souvent, dans cet ordre-là, ont participé, ou les secrétaires de mairie qui ont un rôle énorme, ont participé à tout un réseau de complicité pour fabriquer des vraies fausses cartes d'identité, pour inscrire notamment des enfants de confession juive à l'école sous un faux nom, avec un vrai faux certificat de baptême délivré par le curé du village. C'est le cas notamment à Lens-en-Vercors. Cet hôpital, il y avait combien de personnes, personnel soignant Alors, il y avait 3 médecins, de ce que je sais, 3 médecins, et puis il y avait un certain nombre d'infirmières qui l'avaient suivi, surtout de Romans, de l'hôpital de Romans.
C'était pour créer l'hôpital du Maquis. Et il soignait aussi bien la résistance que la population civile, j'imagine. Alors évidemment, il soignait toutes les personnes qu'on emmenait soit à l'hôpital, soit ils se déplaçaient dans les fermes. Il a beaucoup aussi opéré dans les fermes. Quand il y avait un blessé qui n'était pas transportable, a priori, de ce qu'on m'a raconté, il opérait sur la table de la ferme. Novembre 42, beaucoup de sous-officiers et quelques officiers sont venus et ont encadré les camps. C'est le cas de Roland Costa de Beauregard qui, grâce à son ami Le Ray, va gagner rapidement le Vercors dès février 1943. D'ailleurs, il est homologué capitaine FFI dès février 1943, très exactement lors de la création des premiers maquis. Donc lui, quand il vient dans le Vercors, il est chargé de l'encadrement des maquis. Donc c'est lui qui va parcourir pratiquement tous les camps du massif du Vercors pour instruire au maniement des armes. Des jeunes qui n'ont pas forcément déjà tenu une arme dans leur main de leur vie. Il y aura aussi de l'entraînement physique, de l'entraînement militaire, du démontage de matériel, tout simplement l'apprentissage d'armes qui ont été fabriquées par exemple en Angleterre et donc on ne connaît pas encore en France. Donc il va agir là-dessus. Par la suite, il va devenir chef militaire de toute la zone nord du Vercors, donc des 4 montagnes. Donc il va seconder en quelque sorte François Huette dans l'organisation du Vercors et des combats du Vercors de l'été 1944. Commander un maquis, même et surtout quand on est un officier d'active, c'est pas la même chose que commander un bataillon ou un régiment d'une armée régulière. Ça veut dire négocier en permanence son autorité, la négocier avec des groupes qui ne partagent pas forcément vos conceptions. Et donc il y a un talent de diplomate qu'il faut avoir en plus de ses compétences militaires. Eugène Chavant, qui est donc une autorité unanimement reconnue sur le massif, je crois que c'est Chavant qui attaque le premier en disant « Bonjour monsieur », ce qui indique déjà une certaine forme de pensée. On va travailler ensemble, mais je dois vous prévenir que je suis socialiste, anticlérical et antimilitariste. Et Huette lui répond sans se démonter. Et moi, je dois vous dire tout de suite que je suis officier de carrière, catholique pratiquant, et voilà, quel était le troisième? Il répond point par point. Et ça se passe très bien, ils vont travailler ensemble, pour la seule raison qu'ils ont un but commun. Ils ont des origines tout à fait différentes, mais ils ont un but commun. Des gens de tous bords, qu'on arrête de dire il y a le Vercors des gueux et il y a le Vercors des je sais pas quoi d'ailleurs. Bon, c'est pas vrai. Moi, ce que j'ai vu et ce dont je peux témoigner, c'est des gens qui s'estimaient, même s'ils n'étaient pas toujours d'accord, qui s'estimaient, je peux pas dire mieux, que des personnes qui avaient vécu ensemble des choses exceptionnelles qui les liaient pour la vie. Vous avez une première incursion allemande dans la première quinzaine de juin, donc 13 et 15 juin à Saint-Nizier en Vercors. La résistance des maquisards est sans doute plus vive que ce qu'escomptait ou pensait l'état-major allemand. Donc, quelque part, il occupe la région de Saint-Nizier. La région de Villars devient une sorte de no man's land entre le maquis qui s'est réfugié de l'autre côté de la Goule Noire et les Allemands. Et il prépare une intervention de plus grande ampleur qui est préparée sous le nom de code Bettina par l'état-major allemand du sud-est de la France. Et celle-ci va se déclencher, donc, comme on le sait, le 21 juillet 1944, avec 3 types d'offensives. Un assaut aéroporté sur Vassieux, le 21 juillet, qui est accompagné en même temps d'une attaque des pas de la barrière orientale du Vercors, le pas des Chatons, etc. Et en même temps, le gros des troupes allemandes attaque du côté de Corançon, dans la trouée qui va mener au plateau du Vercors. Et ces 3 assauts vont submerger les défenses du maquis en quelques jours. Les premières dizaines de juillet, en fait, il y a énormément d'éléments qui prouvent que les Allemands, petit à petit, ramènent des forces tout autour du Vercors. Et finalement, c'est ce qu'ils vont faire. À partir du 15-16 juillet, ils vont totalement boucler le massif. Donc on sent bien qu'il va se passer quelque chose. Quand elle est descendue à Die le 21 juillet, le jour de l'attaque, et où elle a dû faire demi-tour dans la montée des Allemands qui montaient par le col du Rousset, elle m'a dit « j'ai eu peur ». Je me suis caché, ils m'ont pas vu.
j'ose pas imaginer ce qui me serait arrivé s'il m'avait attrapé. Là où c'est la surprise et la stupeur, c'est qu'on ne s'attendait pas à ça, c'est que ce sont les troupes aéroportées allemandes qui atterrissent donc à Vassieux en Vercors, en plein centre en fait de cette forteresse. C'était tellement inattendu puisqu'ils attendaient d'abord des alliés normalement sur une piste d'atterrissage qui avait été construite, et en fait non, ce sont les planeurs allemands qui vont partiellement l'utiliser, cette piste. Donc là c'est la stupeur. Et en fait c'est un double étau, c'est-à-dire que l'étau il vient de l'extérieur du massif du Vercors, et on ne s'attendait pas à ce que cet étau-là, un deuxième étau, soit créé à l'intérieur même de cette forteresse. Donc en fait c'est un peu la double peine, on est cerné des extérieurs et maintenant il y a l'ennemi qui est à l'intérieur. Donc, au soir du 23 juillet 1944, en fin d'après-midi, François Huette, donc Hervieux, donne l'ordre de dispersion puisqu'il estime que les populations civiles qui sont massacrées, qu'il y a des petits villages, des hameaux sont bombardés. Il estime qu'à partir de là, il vaut mieux sortir du Vercors, nomadiser et se reconstituer en unité dans les vallées, un peu pour reprendre le combat ultérieurement. L'ordre de dispersion, quand Huette, le chef militaire du Vercors, le décide, au préalable, quelques jours avant, il a fait mettre en place des dépôts de vivres et de munitions dans des coins forestiers, comme la forêt de Lens par exemple. Et donc la dispersion, quand elle se fait, je dirais, de façon organisée, elle va sauver la vie, préserver la vie de la plupart des maquisards. Et ceux qui en sortent le mieux, c'est pas une surprise, c'est ceux qui appartenaient au noyau des vieux maquisards, c'est-à-dire ceux qui avaient fait 2 hivernages, ou au moins un, avant l'explosion du 6 juin, et qui ont, je dirais, se sont acculturés à une discipline, des choses comme ça. En revanche, les jeunes recrues qui sont montés en juin-juillet vont avoir plus tendance à s'enfuir individuellement ou par petits groupes, et c'est ceux-là qui vont payer le prix le plus lourd de la répression. Ils ont appris l'ordre de dispersion. Il y avait, c'était plus d'une centaine de blessés dans l'hôpital, donc chacun ne pouvait pas partir. Donc c'est pour ça qu'ils sont partis en convoi pour rejoindre Die dans un premier temps. Alors Die, les Allemands arrivaient sur Die, il y avait des avions qui bombardaient sur le passage, donc ils n'ont pas pu rejoindre Die. Ils ont été obligés de faire demi-tour. Il y a un des médecins qui avait reconnu la grotte de la Lure, puisqu'il n'y avait pas moyen de remonter plus dans le Vercors, et ils sont installés dans la grotte de la Lure. Et les Allemands ont investi la grotte Alors, pas tout de suite, ils sont restés presque une semaine dans la grotte, à vivre dans la grotte. Dans tous les blessés, il en a fait partir tous ceux qui pouvaient marcher ou se déplacer. Les Allemands cherchaient une force armée. Ils pensaient trouver des blessés, mais militaires. Ils cherchent, mais ils ne trouvent pas grand-chose. Il n'y avait pas d'armes, il y avait des blessés. Et votre grand-père s'est sorti de commande Alors, tous les blessés qui étaient intransportables ont été fusillés, soit à la grotte de la Lure, soit au Rousset. Et puis le personnel médical et certains patients ont été transportés à Grenoble, à la caserne de Bonne, à Grenoble, où il y a eu des interrogatoires. Les 2 autres médecins étaient juifs, donc ça a été un peu plus compliqué pour eux, c'est sûr. Et aussi d'autres qui étaient sur des postes isolés, qui n'ont pas pu avoir les consignes, qui tentent de quitter le massif. Et les Allemands avaient établi un barrage très serré, notamment sur la partie ouest, permettait de rejoindre, de traverser l'Isère. Malheureusement, beaucoup de maquisards, une bonne quarantaine de la compagnie, qui vont être pris et qui, la plupart du temps, sont sommairement et immédiatement exécutés. Quelques-uns sont déportés en Allemagne, mais la majorité sont exécutés. Et donc les conditions de vie vont être très dures, ça va durer 3 semaines. Donc mon père m'avait raconté, il était donc avec 3 ou 4 camarades, à manger, parfois il y avait une fille d'une famille de paysans qui leur apportait quelques pommes de terre de temps en temps. Sinon, c'était des baies, des fraises des bois, des framboises, ce qu'ils pouvaient trouver. Et puis, ils recueillaient un petit peu d'eau. Mon père avait une petite toile cirée qu'il positionnait pendant la nuit. Et puis, le matin, il y avait un peu de rosée. Voilà, c'est tout. Donc, les conditions étaient dures. Je sais qu'il m'a dit que à la fin, il pesait plus que 40 kilos. Il avait ramassé un éclat d'obus dans la jambe.
Et c'est pour ça que quand il a quitté Pas de la Seine, son chef lui avait dit tu partiras le dernier, tu nous couvres. Il a mis 7 jours pour redescendre de là-haut, sans manger, sans boire pratiquement. Il a dit en 7 jours, il a bu, je crois, un peu de lait. Et ils ont erré un peu sur les hauts plateaux parce que chacun est reparti en petits groupes pour essayer de sauver sa peau. Il était avec son ami d'enfance du village, son meilleur ami. Quand il est arrivé vers les cuves de Sassenage, ils sont séparés parce que son ami avait des papiers, mon papa avait plus rien, et il lui a dit « Toi, tu auras des chances peut-être de t'en sortir ». Et ils sont séparés et son meilleur ami a été tué. Mais ça a été une errance très dure. Il a dit qu'il a toujours eu de la chance. Et mon papa, il avait un ami qui était dans le maquis qui s'appelait Schaeffer et qui faisait le pendule. Bon, après, on y croit pas. Et il avait dit à mon papa, toi, tu t'en sortiras en faisant le pendule. Et il y avait deux, trois autres personnes. Et il expliquait que, moi, je vois pas. Et ses amis sont morts. Ça a été le seul rescapé du groupe? Quand ils sont redescendus, je crois, sur 5, ensemble, ils étaient 2 à être revenus des hauts plateaux. Mais notre père, lui, a été capturé et emmené à Grenoble, où il est resté pendant une semaine prisonnier de la Gestapo, soumis sûrement à des interrogatoires. Et le 30 juillet, il a été placé dans ce convoi en direction de Montluc. Donc j'ai appris que ce convoi était sous la direction de Schaeffer, le chef du groupe Combat 200, qui a commandé l'opération aéroportée à Vassieux. Et le convoi a été attaqué par des maquisards au niveau de Vorep. Et là, il y a eu des réactions très, très violentes de la part des Allemands. Évidemment, ils venaient d'écraser le maquis dans le Vercors et ils se faisaient attaquer par des maquisards. Donc, notre père, comme les autres hommes qui avaient été pris en otage, il a assisté aux pendaisons, l'incendie de ferme, le pillage. Il a vu toutes ces exactions, tous ces sévices. Et donc le convoi est reparti, donc ça c'était le 30 juillet, avec ces otages qui servaient de bouclier humain au convoi. Et le convoi donc s'est arrêté à Charnècle. Les hommes ont été emmenés dans un pré. Et les 12 hommes ont été abattus. Mais au début, il n'en parlait pas parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer. C'est pour ça que sur la fin de sa vie, il en a beaucoup parlé. Mais avant, il n'en parlait pas. Mais il nous a emmenés en Maurienne et tout, partout où il était passé. Après. Bien après, mais il nous a emmenés. On n'en parlait pas. C'était tabou. Ça fait partie des familles. Mes grands-parents, il fallait surtout pas leur en parler, parce qu'ils avaient perdu 2 enfants. Mon papa me racontait certaines bribes, soit quand on était dans le Vercors, il nous expliquait 2-3 choses, mais c'était pas... il n'a jamais fait un grand discours. Je pense que j'étais pas prête à entendre ce qu'ils avaient pu vivre, que ça reste des inconnus, entre guillemets, où on n'a pas un visage et un nom, on n'a pas un lien de parenté avec ces personnes-là. Ça permet une forme de détachement, tout en ayant conscience des difficultés, des atrocités qu'ils ont pu traverser. Mais on n'est pas forcément prêt à être confronté, que ce soit des proches qui l'aient vécu. Et je pense aussi une forme de pudeur, de pas l'amener en fait à revivre aussi ces événements-là. Même si je pense qu'elle aurait été tout à fait contente de me parler de cette époque.
j'ai jamais passé le cap d'en discuter avec elle. Vous avez questionné vos parents? Oui. Oui, oui. C'était important pour eux, pour vous Ah oui. Oui, c'était important quand on a réussi à être, ou j'ai réussi à être, à surmonter un certain niveau de pudeur, de réserve, à surmonter une distance pour évoquer des choses fondamentales, humainement fondamentales. Moi, personnellement, j'ai énormément souffert de l'absence de mon père, parce que on avait l'impression qu'on n'était quand même pas comme les autres enfants. Ouais. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. Et ma mère n'a absolument jamais pu parler de notre père, parce que si même les dernières années de sa vie, si on lui en parlait, elle en avait les larmes plein les yeux, et il était hors de question de remuer le couteau dans la plaie pour notre mère. Et pour moi, personnellement, ça a été très dur. Et si j'ai pu faire un cheminement d'acceptation, d'ouverture, c'est grâce à ma sœur, parce que j'étais fermée comme une huître. Hein. Enfin, comment ça s'est passé après la guerre, les rapports entre les familles qui avaient été meurtries et leurs dénonciateurs? Oui, ce qui s'est passé, c'est un silence de plomb qui s'est abattu, comme un couvercle sous lequel pouvaient se produire des rumeurs. Toutes ces familles ont été tellement meurtries, la blessure reste quand même chez les descendants. Je crois que c'est Badinter qui disait on cicatrise de l'extérieur, mais à l'intérieur, jamais. Alors ça, c'est une histoire qui est très particulière et pour moi qui illustre très bien l'état d'esprit Vercors. C'est Juliette Lesage, en fait une combattante du Vercors drômois, donc plus sud de Vercors, qui est blessée lors des combats. Elle est blessée alors qu'elle est en mission. Son camion, sa voiture, je ne sais pas, est criblée de balles et elle-même a reçu pas mal de balles. Donc elle est soignée à l'hôpital du Maquis, tout simplement. Et elle va se faire arrêter comme tous les autres grands blessés, et elle va être transportée à Grenoble. Sauf qu'elle arrive à se faire passer pour une civile, et non pas une infirmière. Les infirmières de la Luire ont toutes été déportées. Elle se fait passer pour une civile, et donc elle est libérée. Elle est libérée juste avant le départ des troupes allemandes de la ville de Grenoble. Donc fin août, en fait, elle est libre, et elle retourne dans le Vercors pour se rendre compte de ce qui s'est passé. Et elle se rend compte que beaucoup de choses ont été dévastées. Donc, d'elle-même, en fait, avec Pierre-Emmanuel, célèbre poète, ils vont se rendre à Genève demander des secours. Donc, ils y sont dès fin septembre 1944, parce qu'ils savent que cette organisation du Don suisse a des moyens. Donc, ils vont toucher ces gens. Et des reporters vont venir dans le Vercors en octobre et novembre 1944 pour faire des reportages. Donc, on voit interroger les habitants, prendre des photos des destructions, ce genre de choses. Et ça va tellement émouvoir le peuple suisse que le Vercors va recevoir énormément de dons. Et bien sûr, ils vont envoyer des clous, des bas de laine, des vêtements, des médicaments, ce genre de choses. Mais ils vont tout de suite envoyer des manuels scolaires, parce qu'ils estiment que la vie doit reprendre et que maintenant, ceux qui vont prendre le flambeau, ce sont les enfants. Donc les enfants, il faut qu'ils aient de quoi étudier et apprendre. D'ailleurs, les premiers baraquements qui sont construits autour des villages du Vercors, c'est souvent l'école et la mairie. Donc en fait, dans le Vercors, tout est à reconstruire, aussi bien les bâtiments, et puis reconstruire aussi les consciences des gens qui ont vu des horreurs, des exactions, des viols qui ont été commis. Donc il faut prendre soin de ces gens-là. Et prendre soin d'eux, c'est déjà leur redonner un logement.
leur donner des moyens. Et ça, pour des moyens, c'est l'Association nationale des pionniers combattants volontaires qui a tout de suite mis en place un service social, en fait, pour aider les familles de combattants ou même des civils qui avaient été victimes de ces destructions. L'association s'était créée pour que l'esprit d'unité, l'esprit de fraternité, si l'on peut dire, qui avait régné au maquis, qui avait régné parmi les combattants, se perpétue. Ce qui m'a marqué, c'est que, comme mon père conduisait plus, quand je l'emmenais aux assemblées générales ou la camaraderie qu'ils avaient entre eux, ça m'a... Tous ces personnages, ils se voyaient s'embrasser et tout, c'était... Quand il y en avait, on allait aux cérémonies, donc essentiellement Vassieux, Saint-Nizier, Vassieux, enfin, c'était essentiellement là qu'on allait. Et nous, c'était très impressionnant, parce que d'abord, à l'époque, les cérémonies, il y avait beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui. Et puis, moi, je me souviens, quand on était petit, ce qui était très impressionnant, c'est ce qu'on appelait l'appel aux morts, parce qu'on faisait, à Vassieux notamment, on faisait l'appel aux morts entièrement, donc c'est devant le monument de Vassieux. On appelait les gens nommément, un par un. Donc c'est une période qui l'a marqué. Je pense qu'il n'aimait pas du tout le mot fierté. Il récusait de façon assez violente, mais il était heureux d'avoir eu cet engagement dans la résistance, heureux d'avoir eu cet engagement dans le Vercors, d'avoir pu faire quelque chose pour la libération du pays, tout simplement, pour le retour aux institutions républicaines et à la liberté, à la démocratie. Et les valeurs défendues par la résistance, vous pensez qu'elles n'ont pas d'actualité aujourd'hui? Après, c'est en lien entre l'entraide, l'esprit de groupe, ouais, il y a quand même un lien possible à faire. Le fait que chaque individu dans un groupe a sa propre valeur, et il n'y a pas de plus fort ou de plus faible, parce que un jour ou l'autre, c'est parfois celui qui sera considéré le plus faible qui sera en mesure d'aider le plus fort. Les gens sont individualistes maintenant, ils sont plus sur leur propre personne que sur l'engagement de groupe. Je pense que c'est notre responsabilité de chacun d'éviter que l'histoire se reproduise. Et pas uniquement je dirais une idée globale de citoyen qui est insufflée par des idées du gouvernement, mais on est propre acteur de notre avenir en tant que citoyen, ne serait-ce que par notre manière de voter ou notre manière d'agir dans la société. Plutôt que de se demander ce qu'on aurait fait à leur place, demandez-vous ce qu'ils auraient fait à la vôtre. Comment on en est arrivé là ? On sait que, à la base, l'arrivée d'Hitler au pouvoir s'est fait par les urnes et que il arrivait à la tête d'un gouvernement, c'est les citoyens qui l'ont amené là. Et ce qui s'est passé était écrit dans son livre. Et son livre a été publié avant d'arriver au pouvoir. Et il avait décrit ce qu'il allait faire. On vit vraiment pleinement dans notre présent que si on a une mémoire. La mémoire signe l'humain. On se mutile en ignorant le passé. Et la mémoire, elle se transmet par la parole aussi. Il y a des traces, il y a des archives qui sont précieuses pour l'historien, mais qui donne sens? C'est l'humain, par la parole. Il y a tout un travail à faire et un partage qui nous rend humains, je pense.